Désaccord européen sur un système de contrôle commun de la radioactivité. Plusieurs manifestations écologistes en Europe après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 10 mai 86, 10 mai 81, 5 ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, l'état du Parti socialiste. Alain Prost partira demain en première position pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Cannes 1966, Cannes 1986, 20 ans après ou 20 ans déjà, Claude Lelouch provoque les retrouvailles d'un homme et une femme, retrouvailles évoquées par Bernard Rapp. Ce samedi 10 mai 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa, Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. L'enlèvement du 9e otage, Camille Sontag, 84 ans, n'a toujours pas été revendiqué. Bonsoir, il n'y a rien d'anormal à Kiev. Les coureurs français participant à la course cycliste de la paix n'ont rien vu de différent, si ce n'est des mesures de prévention plus importantes. Et avant de quitter Kiev pour Varsovie, un contrôle de radioactivité a cependant été effectué sur les coureurs. L'agence TASS, agence officielle soviétique, analyse cependant pour la première fois les conséquences écologiques de l'accident et la télévision soviétique poursuit ses efforts d'information en images, tandis que les premiers reportages d'équipes occidentales nous parviennent de Kiev. Commentaire Philippe Lefebvre. Ça s'appelle faire comme si de rien n'était. À Kiev, la course cycliste de la paix, il y a du monde. À 50 km de là, dans le kolkhoz de Kopelovo, on accueille une partie des 84 000 personnes finalement évacuées des abords immédiats de la centrale. Elles seront logées chez l'habitant ou dans des foyers pour travailleurs. Ces gens, surtout des paysans, habités à 28 km de la centrale, ils n'ont été prévenus que le 2 mai, soit 6 jours après l'accident, qu'ils devaient partir avec leur bétail. 3 de ces victimes ont dû être hospitalisées. Pour les autres, le contrôle est quotidien, prise de sang, détection gégère des vêtements et des cheveux. La plupart, selon mes confrères sur place, ne se rendent pas compte de l'ampleur de la catastrophe ni du danger qu'elle court à long terme. Pour ces vieilles femmes, un seul souci, retrouver leur maison. À Kiev, même le lait, l'eau et l'air sont contrôlés plusieurs fois par jour. Les autorités appellent pourtant à ne pas consommer de l'iode ou des médicaments. Le taux de radioactivité, disent-elles, se maintient à un niveau raisonnable, ce qui ne veut évidemment pas dire grand-chose. Car les enfants de Kiev ne doivent pas jouer plus de 2 heures par jour dans la rue et 250 000 d'entre eux vont partir en colonie de vacances. 2 semaines après cette catastrophe de Tchernobyl, les Européens sont en désaccord très ferme sur un système commun de contrôle de la radioactivité. Quelle est la barre minimum, le seuil de radioactivité au-delà duquel les aliments sont impropres à la consommation? Les Allemands refusent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elles sont insuffisantes pour eux. La communauté européenne n'a donc pas pris de décision quant à la suspension des importations de denrées alimentaires venant des pays de l'Est. Commentaire Jean-Pierre Métivet. Le projet discuté par les experts européens prévoyait 2 volets. Tout d'abord, le boycott des produits alimentaires en provenance des pays de l'Est. Il semble qu'il y ait eu accord sur ce point. Déjà, les viandes et les animaux vivants n'entrent plus dans la communauté européenne et seraient interdites désormais les importations de fruits et légumes, de produits laitiers, ainsi que des produits de la pêche en eau douce en provenance de 7 pays de l'Est. À noter, la RDA n'est pas dans cette liste de pays boycottés, et ce, à la demande de l'Allemagne fédérale, pour des raisons commerciales. À noter aussi, la France applique unilatéralement ces mesures depuis hier soir. C'est sur le second volet qu'a porté le désaccord. Les 12 devaient définir une position commune sur les seuils de radiation tolérables dans leurs produits alimentaires. Chaque pays européen applique en effet ses propres normes de sécurité depuis la catastrophe de Tchernobyl, grippant ainsi toute l'Europe verte. Et ce soir, l'Allemagne a jugé qu'une norme de 1000 becquerels de radioactivité dans 1 kg de salade ou d'épinards n'était pas assez sévère. La discussion a capoté. Le dossier sera rouvert lundi au Conseil des ministres des 12. Si accord il y a, il sera difficile, car derrière cette querelle d'experts se cache la pression des opinions publiques. En Italie, la controverse met actuellement en difficulté le gouvernement de M. Bettino Craxi. Conséquence de Tchernobyl, le réveil des écologistes européens, et pas seulement en Allemagne, également en France. Commentaire Jacques Violet. Le nucléaire est à nouveau en question. Un peu partout en Europe, les écologistes sont redescendus dans les rues. En Allemagne de l'Ouest, ici à Munich, les Verts très puissants accusent la France de rétention d'informations et défilent en demandant l'arrêt des centrales allemandes. Manifestation pacifiste
est très suivi en Italie. Les écologistes sont venus dénoncer les dangers du nucléaire à bicyclette. Plusieurs dizaines de milliers de personnes. En Grèce également, mais là, manifestation plus durement réprimée par les autorités. Il faut enfin mentionner des rassemblements en France, à Gravelines et Golfech, un haut lieu en son temps de la contestation nucléaire. Au Chili, la police et l'armée multiplient leurs opérations de ratissage dans les quartiers les plus pauvres de Santiago. Tous les hommes âgés de plus de 15 ans sont interpellés. 500 personnes ont été conduites vers un stade pour être gardées à vue. Contre ces rafles, l'Église catholique chilienne a durci sa position face au gouvernement Pinochet. Ces rafles violent le droit des plus pauvres, a déclaré le cardinal Fresno de Santiago du Chili. En Afrique du Sud, la police et l'armée font le même boulot. Plusieurs centaines de policiers et de soldats ont encerclé aujourd'hui le ghetto noir d'Alexandra, dans la banlieue nord-est de Johannesburg. L'opération de police est faite officiellement pour contrôler la délinquance. Dans ce ghetto d'Alexandra, il y a un an, en février 85, des affrontements avaient provoqué la mort de 22 personnes. Au Liban, à Beyrouth, un quotidien, As-Safir, annonce des progrès dans les négociations, appuyant ses affirmations sur des sources informées, sans autre explication à propos des otages. La communauté française au Liban vit maintenant quasiment recluse. Voyez le reportage de Jean-Marc Roussi. À Beyrouth-Ouest, les Occidentaux ne vivent plus, ils tiennent leur position. Ici, à l'agence France-Presse, vaille que vaille. Les journalistes qui s'engagent encore en secteur musulman ne se déplacent qu'en groupe, l'enlèvement est partout. Le consulat de France, d'administration, est devenu bastion. Voitures blindées, pistolets mitrailleurs, maigre assurance dans un secteur où tout ce qui rappelle l'Occident est dans la ligne de mire. Ici, il y a quelques années, on se pressait pour acheter, pour feuilleter, pour lire français. La librairie Antoine n'a plus que quelques clients, les plus courageux. Depuis l'enlèvement de Camille Sontag, les 50 Français qui restent à Beyrouth-Ouest ne mettent plus le nez dehors. La culture française était orgueil, elle devient infamie. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne lira plus, ce sera plus la même chose. Pourtant, les 1600 doubles nationaux franco-libanais du secteur musulman de Beyrouth s'accrochent encore à quelques bouquins, à quelques images. La rue a déjà changé de camp, mais pas question pour eux de renier leur attache. Ils assument, la plupart du temps en petit comité, enfermés chez eux à double tour, grâce à la télé ou à la radio. Je crois qu'il y aura toujours de la place pour les chanteurs comme Brel, comme Ferré, comme Ferrat, ou comme même Gainsbourg. Brel a dit « Quand on n'a que l'amour à offrir au canon, mais pas d'angélisme, au club français de Beyrouth-Ouest on fait encore comme si. Pour oublier le temps d'inceste qu'à force d'incompréhension et de mépris entre communautés, c'est l'extrémisme qui a fini par gagner. L'extrémisme qui a fait du français une langue à bannir. » Le gouvernement de Mme Margaret Thatcher à Londres a ordonné ce matin l'expulsion de 3 diplomates syriens. Ces 3 hommes sont soupçonnés par la police britannique d'être à l'origine de l'attentat manqué contre un avion de la compagnie israélienne El Al. C'était à l'aéroport Heathrow de Londres. En Corse, le propriétaire et pilote de la vedette touristique Saint-Vincent, qui a fait naufrage hier au large de Bonifacio, a été inculpé d'homicide involontaire. Le procureur de la République d'Ajaccio a estimé qu'une erreur humaine était à l'origine du drame qui a entraîné la mort de 8 personnes. Commentaire Agnès Poirier. Le Saint-Vincent a été remis à flot et cet après-midi, Camille Zouria, le pilote et le propriétaire du bateau, a refait les gestes du drame. Le moteur, comme on a pu le croire au départ, n'est jamais tombé en panne. C'est en pénétrant à l'intérieur d'une grotte marine que l'accident est arrivé. Une fausse manœuvre peut-être, et le bateau est brusquement projeté contre les rochers. Une voie d'eau se déclare, mais le pilote décide de rentrer à Bonifacio. Dans la grotte, il serait arrêté et puis attendre du secours, on se sauvait tous. Alors qu'il a fait demi-tour en même temps, puis il est reparti dans les vagues, avec une bréchée immense dans le bateau. Alors on n'a pas fait 300 mètres.
Aujourd'hui, les rescapés accusent. Le pilote était seul, ils auraient dû être 2. Le Saint-Vincent ne pouvait transporter que 20 personnes, ils étaient 23, peut-être plus. Mais surtout, les gilets de sauvetage ont été distribués quand le bateau prenait l'eau. La panique avait gagné les touristes, il était trop tard. Le pilote du Saint-Vincent a été inculpé ce soir d'homicide involontaire. 10 mai 86, date anniversaire, il y a 5 ans, l'événement politique se traduisait ainsi sur Antenne 2. Souvenez-vous. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. 5 ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, la gauche n'est plus majoritaire. Il y a coexistence ou cohabitation entre un président de gauche et un gouvernement de droite. Le Parti socialiste est dans l'opposition. Au sein du Parti socialiste, chacun s'organise, donnant parfois une impression d'émiettement. Reportage Dominique Lory, Alain Valentini et Yves Barbe. Il y a plusieurs demeures dans la maison du père, pourraient dire les socialistes parisiens. Des résidences secondaires dont les propriétaires s'appellent Rocard, Fabius, Chevènement, Mauroy. Cette politique immobilière inquiète des militants. Certains y voient des arrière-pensées présidentielles. Pour Michel Rocard, pas d'ambiguïté. Il est installé depuis 2 ans boulevard Saint-Germain. Il a annoncé clairement son intention d'être candidat aux élections présidentielles, tout en réaffirmant son attachement à l'unité du PS. Mais plus précisément, que fait donc Michel Rocard, boulevard Saint-Germain? Mon métier de député de l'opposition, mon métier de membre de la direction du Parti socialiste, mon apport de réflexion et le fait de convier tous nos camarades à se battre ensemble sur l'idée que la politique peut être aussi quelque chose de noble, qu'il peut y avoir une morale en politique, figurez-vous. Au lendemain du 16 mars, Laurent Fabius a installé une antenne boulevard Raspail. Des bureaux prêtés par la République à tous ses anciens premiers ministres. Explication insuffisante pour certains militants qui s'interrogent. Laurent Fabius lance-t-il un courant pour partir à la conquête du pays? Non. D'ailleurs, ma position est tout à fait claire. Je souhaite, comme des millions de Français, que François Mitterrand soit candidat. Avenue Poincaré, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien leader du CRS, l'aile gauche du Parti socialiste, peaufine sa nouvelle stratégie centriste qu'il a baptisée Socialisme et République. Pas d'ambition présidentielle avouée, mais il reconnaît qu'il prépare à sa manière l'avenir. Le club que j'ai créé, République moderne, n'a pas d'autre but que de définir les perspectives d'une France forte, libre, indépendante, juste, démocratique, pour les 10-15 années qui viennent. Avenue Bosquet, depuis juillet 84, Pierre Mauroy se veut un homme tranquille. Cela ne veut pas dire un homme sans ambition. Des atouts, sa complicité avec François Mitterrand, des fidèles dans le parti, une image qu'il s'efforce de moderniser, sans doute pour de futurs combats. En attendant, il reçoit beaucoup. Je reçois mes amis de la Fédération mondiale des Cités-Unies. Je reçois mes amis avec qui je fais effectivement de la politique, ceux qu'on appelle le courant B, à l'intérieur du Parti socialiste, où je reçois des amis socialistes, bien sûr, plus largement, et puis des collaborateurs qui travaillent avec moi. Pour être complet, il faut ajouter Charles Hernu à Montparnasse et Georgina Dufoy à Saint-Germain. Mais toute cette agitation ne semble guère préoccuper la rue de Solferino, au plus un certain agacement. C'est vrai qu'il y a les succursales ou, comme j'ai dit, les résidences secondaires. Mais la maison mère, c'est ici. C'est là que l'essentiel se passe. Bref, il s'agit simplement de cultiver les différences, affirment ces nouveaux propriétaires. Mais en toile de fond, les dispositifs mis en place cachent mal certaines ambitions présidentielles. Je viens d'apprendre que les 12 pays de la communauté économique européenne se sont finalement mis d'accord il y a quelques minutes pour suspendre les importations de produits alimentaires des 7 pays de l'Est. Tout ce qui était changement de normes en matière de radioactivité des légumes, ce qui empêchait l'accord à la demande des Allemands. Ce problème technique sera réglé plus tard, a-t-on annoncé à Bruxelles. Donc accord des 12 pour suspendre les importations des produits alimentaires des pays de l'Est.
Anne-Maure Moutier, en Vendée, l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, l'UNAPEL, a rappelé que la loi Debré devait demeurer la règle des relations entre l'État et l'enseignement privé. Et puis à Cap d'Agde, au 67e congrès national de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEEP, on a changé de président. Jean-Marie Schleret a été remplacé par Jacques Huy. Reportage Estelle Gouzy et Mémaïol. Il aura fallu 66 congrès à votre fédération de parents d'élèves pour qu'enfin apparaissent les élèves. Une lycéenne qui s'adresse à 800 congressistes, c'était l'ouverture surprise du 67e congrès de la Fédération de parents d'élèves de l'enseignement public. Petite innovation, mais la politique reprend vite ses droits avec le bilan dressé par Jean-Marie Schleret, le président sortant. Il critique la toute-puissance des syndicats enseignants et l'action menée par Jean-Pierre Chevènement, qualifiée de spectaculaire mais inefficace. Qui aurait pu imaginer, en effet, qu'un ministre se taillerait l'une des plus belles renommées de la seconde moitié du XXe siècle en annonçant que désormais l'école doit apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais le temps fort de ce congrès, c'est le changement à la tête de la fédération. Au terme de son mandat, Jean-Marie Schleret cède en effet sa place à son vice-président, Jacques Huy. 52 ans, père de 5 enfants, ce docteur en sciences physiques a fait toute sa carrière dans l'industrie. Après un psychologue de formation, la PEP choisit un scientifique. Changement de profil, mais pas de cap. Proche du pouvoir actuel, la PEP confirme sa volonté d'indépendance, mais espère tout de même du nouveau ministre de l'Éducation une meilleure compréhension. La PEP ne se situe pas sur le plan politique. La PEP se situe au niveau d'une certaine volonté vis-à-vis de l'école. Et quelle que soit la couleur du ministre qui soit en place, si les actions de ce ministre vont dans le sens de notre volonté, nous les accueillons avec satisfaction. Mais à votre avis, ce sera tout de même plus facile avec M. Monory qu'avec M. Chevènement? Les premières impressions sont favorables. Les deux premiers dossiers sur lesquels la fédération pèsera de tout son poids, la prochaine rentrée scolaire et la réforme des lycées. Un poids qui compte de plus en plus. Si elle reste la seconde en importance, elle est la seule à avoir progressé et de manière spectaculaire. Elle représente aujourd'hui 450 000 familles, 40 000 de plus qu'il y a 6 ans. Une boisson qui est devenue un fait de société, une manière d'impérialisme limonadier. Une boisson et une drôle de bouteille inimitable. Coca-Cola, c'est ça. Et Coca-Cola a 100 ans. Pour fêter dignement ce centenaire en la ville-mère d'Atlanta aux États-Unis, le spectacle était grandiose avec ce grand jeu de domino, par exemple. Ouvrir des petites boîtes et des petits bouquets surprises. Voilà pour le coq. Et puis pour le reportage à Atlanta, c'est au tour de notre correspondant Jacques Abouchard. Elle n'éclaire pas le monde comme la statue de la liberté, elle l'abreuve. Cette jeune prêtresse d'un soir incarne une centenaire dans la force de l'âge, comme l'œuvre de Bartholdi. Son apparition mettait le point final à 4 jours de festivités pour célébrer, 100 ans après, l'invention d'un obscur apothicaire d'Atlanta, John S. Pemberton, un breuvage consommé quotidiennement par 300 millions de personnes. Son nom de code, 7X, dont la formule est gardée secrète dans une chambre forte, est moins connu que l'appellation commerciale, Coca-Cola, véritable emblème des États-Unis, fleuron de la civilisation et du mode de vie américain, au même titre que le hamburger ou le baseball. Coca-Cola, c'est universel. C'est en fait le 51e État de l'Union. Les lointains successeurs de John Pemberton avaient pour ambition de donner aux célébrations d'Atlanta le caractère d'une fête de famille. C'est l'ambiance de carnaval qui l'a emporté auprès des quelques 14 000 employés de la société venus d'une 60aine de pays. Ils ont retrouvé en Géorgie 10 000 de leurs collègues américains. 18 hôtels d'Atlanta ont été entièrement réservés pour héberger ces Nations Unies de la boisson gazeuse. Une opération qui aura coûté la bagatelle de 100 à 140 millions de francs. Une goutte d'eau par rapport aux 55 milliards de francs de chiffre d'affaires du groupe en 1985. En Amérique, aucun événement digne de ce nom ne saurait se passer d'une parade, savant dosage de chars, de fanfares et de troupes de majorettes, et Atlanta n'a pas failli à la tradition. Papy, alias Jean-Louis Etienne, explorateur français marchant sur la banquise vers le pôle Nord, est peut-être victime des courants arctiques. Il dérive, il n'est plus très loin cependant du pôle. Sur des images rapportées par Gilles Debler, correspondance téléphonique de notre envoyé spécial, Pascal Deschamps. L'enquête
ce matin par le brouillard, Jean-Louis Etienne a reculé depuis de près de 2 km. Sous l'effet de courants transpolaires, la banquise dérive, véritable tapis roulant qui l'entraîne dans le mauvais sens. Si le brouillard ne se dissipe pas, le marcheur solitaire ne pourra pas repartir avant demain et risque de reculer encore un peu plus. Jean-Louis Etienne n'a aucun moyen de savoir où il se trouve. Son coéquipier, basé ici à Resolute Bay, reçoit par satellite les signaux émis par sa balise Argos et une fois par jour, il lui communique sa position par radio. L'occasion de rompre sa solitude et d'entendre une voix humaine. Jean-Louis Etienne se dit en pleine forme et pressé d'en finir. Si le temps le lui permettait, il ne ferait qu'une bouchée des 20 km qui le séparent encore du pôle. Sport, le championnat du monde automobile, le champion du monde automobile Alain Prost partira demain en première ligne du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Les Ligiers se sont bien comportés aux essais. Mais cette pole position d'Alain Prost est importante, les difficultés du parcours monégasque limitant beaucoup les possibilités de dépassement. Reportage à Monaco, Lionel Chamoulot, Gérard Derlet. Ici à Monaco, les pilotes n'auront pas les yeux rivés sur leur ordinateur de bord pour leur indiquer leur consommation. Ce n'est pas le problème, mais il y a d'autres préoccupations pour les pilotes en ce qui concerne notamment la grille de départ. Cette ligne blanche sur le sol, c'est l'obsession de tous les pilotes à Monaco. C'est la pole position très importante. Et en plus, ici, il faut reconnaître que c'est particulièrement plus intéressant dans la mesure où les dépassements sont pratiquement impossibles. Donc c'est un avantage supplémentaire. À Monaco, les départs sont serrés, trop même. Comme ici en 80, alors sous le soleil, la chasse aux premières lignes est ouverte. C'est la lutte aujourd'hui entre Senna et sa Lotus, Prost et sa McLaren, Piquet et sa Williams. Comme à son habitude, Ayrton Senna, monsieur pole position cette année, part en tête. Le Brésilien est obsédé par la première place. D'ailleurs, sa réussite dans cet exercice en agace plus d'un. Un pilote fait des pole positions sans arrêt, c'est un petit peu énervant, surtout que la presse monte très vite en haut. Et ça nous agace un petit peu, mais c'est pas pour ça que j'ai fait la pole aujourd'hui. En tout cas, Prost réussit sa première pole de la saison, le champion du monde se fait respecter. À côté du Français, on trouve le Britannique Mansell, le plus bagarreur de tous. Senna est troisième, Piquet est loin. Demain, Prost vise la tête du championnat. Un Prost confiant qui a 2 points rattrapés sur Piquet et Senna. Une 3e victoire consécutive ici pour le champion du monde et le tour est joué. Les autres Français se sont bien placés également aujourd'hui. Lafitte est 7e, juste devant Tambay. Arnoux 12e et Streff 13e. En tennis, Yannick Noah s'est qualifié pour les demi-finales de Forest Hill. Il jouera ce soir contre Ivan Lendl. En rugby, demi-finale du championnat de France cet après-midi. C'était en direct sur Antenne 2 pour les Jeux du Stade. Toulouse, ici en maillot rayé rouge, a battu Groyet 21-12. Voici l'essai marqué par Rancoul, le Toulousain. Premier essai de Toulouse, le Rancoul, permettant ainsi sa qualification en finale. Demain, deuxième demi-finale, ce sera Toulon-Agen. À Cannes, au Festival du cinéma, c'est aujourd'hui le film d'Altman, Fool for Love, qui était projeté en compétition. Et puis demain, la nostalgie reviendra avec 20 ans après le retour du couple d'un homme et une femme de Claude Lelouch. Bernard Rapp est à Cannes. Il flotte souvent sur Cannes comme un parfum de nostalgie. Cet homme, par exemple, qui attend un train et une femme 20 ans plus tard. Regardez, c'est Claude Lelouch. Rappelez-vous, 1966, une palme d'or pour un film que personne n'attendait, Un homme et une femme avec Anouk Aimé. Lelouch revient avec la suite du film, 20 ans après, dans une ville qu'il a vue tout petit. Claude Lelouch, il y a 20 ans, déjà un train dans cette gare. Oui, mais la gare n'était pas la même. Ils ont fait des gros travaux depuis. 20 ans déjà, c'est le titre de votre film. Ça n'est pas un peu faire du neuf avec du vieux? Écoutez, il y a des pièces d'antiquité qui sont très belles et qui ont beaucoup de valeur. Moi, j'ai le sentiment qu'on a fait un film tout à fait nouveau. 20 ans, c'est la vie de tout le monde, c'est notre histoire à tous. Il faut aller voir ce film. Ce film, il a été entièrement fait pour être vu et je ne le raconterai pas. Bonjour. Asseyez-vous. Vous avez trouvé bâtiment? Vous n'avez pas changé de quartier? De quartier, non.
20 ans après, pour une femme, Anouk Aimée, qui elle aussi revient à Cannes, avec un pincement de cœur et sa nostalgie. J'ai 20 ans de plus, c'est déjà pas mal. Et le louche, il a aussi 20 ans de plus. Je crois que même Cannes a 20 ans de plus. On a tous 20 ans de plus. Tout a changé. Finalement, la chose qui change le moins, c'est le physique. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer dans le film. Enfin, si vous voulez, je crois que ce qui a motivé l'envie de faire ce film, c'est qu'on est plus heureux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on vivait trop au futur. Et le futur est angoissant. Alors qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on se dit qu'il faut absolument profiter du présent. Et le présent, c'est peut-être une forme de bonheur. Je veux dire, savoir vivre au présent, c'est une façon d'être bien dans sa peau. Tout est de l'expérience. Même ce que nous faisons là, c'est une drôle d'expérience. Oui. C'est agréable, non? Je vais attendre, super, regardez. Si Claude Lelouch n'avait pas été cinéaste, réalisateur, qu'aurait-il fait, qu'auriez-vous fait? Ah, j'aurais pu mal tourner, hein. J'aurais pu mal tourner parce que finalement, la grande chance, c'est d'avoir une passion qui vous prenne l'essentiel de votre vie. Et si Anouk Aimée n'avait pas été comédienne, qu'aurait-elle été à votre avis? Anouk, une très grande courtisane. La dernière courtisane de notre temps. Oh, chef d'orchestre. Quelle musique classique. Je ne sais pas. Vous demandez ça à 8h du matin à Cannes. Et il y a 20 ans, j'aurais peut-être été plus vive. Mais là, je ne sais vraiment pas. Chef d'orchestre, voilà. À Cannes, le ministre de la Culture, François Léotard, pour prouver les vertus du libéralisme, aurait annoncé, selon nos confrères de l'agence ACP, ses préférences pour une privatisation de TF1. Ce qui change des premières intentions, mais la loi sur l'audiovisuel est loin d'être encore arrêtée. Il y avait un tiercé à Saint-Cloud, ordre d'arrivée 10-8-3. Vous allez voir ce que cela vous rapporte dans l'ordre si vous avez joué 10-8-3 et si l'on veut bien me montrer les rapports, car pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion de les calculer. Eh bien je pense que Bernard Pradino sera plus habile pour le faire ce soir dans le dernier journal. Et pour la météo, on trouve Laurent Boussier. Oui, et demain nous jouerons matin calme sur la France parce que la situation météo n'évolue pratiquement pas. Cela dit, il faut qu'on s'organise, même si la photo satellite, elle est la même que celle d'hier, ou presque. On regarde la photo satellite avec toujours cet anticyclone entre les Baléares, la Sicile et la Corse, cet anticyclone qui protège tout le sud de l'Europe, des perturbations qui passent sur le nord de l'Europe et donc sur le nord de la France. Aujourd'hui, on avait une France coupée en deux. Demain, nous aurons de nouveau une France coupée en deux. Regardez la carte du temps prévu pour demain. La moitié sud, pas de problème, du soleil et de la chaleur. Quelques nuages près de la Loire et puis au nord de la Loire, un ciel un petit peu plus nuageux. Nuageux surtout sur le nord-est, sur les frontières allemandes et luxembourgeoises, avec des éclaircies sur le reste du pays. Peut-être quelques passages de pluie le matin des Pays de la Loire à la région parisienne, mais qui s'évacueront vers le nord-est dans la journée. Côté température, elles sont encore en hausse. Encore en hausse surtout sur la moitié sud. On commence par la moitié nord, de 13 degrés à Brest jusqu'à 20 degrés à Paris et dans l'est du pays. Sur la moitié sud de 21, mais jusqu'à 27 degrés. Vous voyez, 27 degrés à Perpignan. Avant de regarder notre agenda, les conseils de Bison Futé, de la météo de Bison Futé pour demain. Bison Futé qui vous conseille de ne pas quitter les grandes métropoles, de ne pas arriver pendant les grandes métropoles entre 16h et 21h. Entre 16h et 21h, ne pas arriver dans les grandes métropoles. On termine avec notre agenda. Demain sera le dimanche 11 mai, le soleil se lèvera à 6h17, se couchera à 21h18, 2 minutes de soleil en plus. C'est la Saint-Estelle, mais c'est aussi la fête de Jeanne d'Arc. Et dans quelques instants, Michel Drucker, sur ses Champs-Élysées, recevra deux candidats importants du Festival de Cannes, Catherine Deneuve et Christophe Lambert. Il y aura également l'ami Guy Bedos et Alain Souchon. Et après cela, Bernard Pradino pour le dernier journal à 23h35. À demain 20h. Bonsoir. Merci.